Place Publique, un magazine de la rédaction de Guyane Première. Madame, Monsieur, bonjour. La droite n'a jamais osé aller aussi loin. Le gouvernement de François Hollande s'apprête à le faire. La déclaration mot pour mot est celle d'un responsable syndical de la région de Châtellerault en France sur une radio locale. C'était au moment où sont tombés les premiers éléments de la future loi El Khomri. Qu'on soit bien d'accord, pour l'instant, nous ne connaissons que les grandes lignes de la future réforme du Code du travail portée par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Le projet de loi ne sera présenté en Conseil des ministres que le 9 mars prochain. Cependant, ce projet fait déjà couler beaucoup d'encre et fait beaucoup de vagues. Et les syndicats les moins enclins à la mobilisation laissent entendre qu'ils seront eux aussi dans la rue si le gouvernement ne revoit pas sa copie. Et comme la future loi va concerner l'ensemble du territoire français, Place Publique ouvre le débat en Guyane. Les points forts et faibles de la réforme El Khomri, nos invités sont là pour nous éclairer là-dessus. Place Publique, c'est maintenant et vous demande juste un peu de votre temps. Place Publique. Place Publique. Alors bienvenue à tous dans votre émission Débat de Guyane Première, ici et maintenant. Les invités qui vont éclairer nos esprits sur un dossier ô combien important. Ils sont avec nous pour la plupart. Il s'agit de Valérie Vanoukia, qui est la représentante, la patronne, même la présidente de l'UTPE, l'Union des très petites entreprises. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Nous avons également Patrick Klopp. Lui, il représente le MEDEF Guyane. Bonjour. Bonjour. Et puis il sera avec nous dans un instant, Daniel Klett, qui est le secrétaire général de la CDTG, la Centrale démocratique des travailleurs guyanais. Alors nous lui dirons bonjour tout à l'heure. Alors mesdames, messieurs, tout est pratiquement en place. Il nous manque Daniel Klett, mais on peut déjà commencer avec une première question très très ouverte. On a besoin de comprendre le positionnement de chacun. Alors quelle est pour chacun de vous la substance, ce qu'il faut retenir du projet de réforme de Myriam El Khomri, la ministre du Travail? Allez-y, Valérie. Pour moi, la loi El Khomri sur le département de la Guyane n'aura pas d'incidence particulière. Si vous voulez, on prend cette loi comme élément pour lancer plutôt une problématique aujourd'hui en Guyane de l'emploi. Et les possibilités pour résorber l'emploi viendront d'une concertation au niveau local de tous les acteurs. Et cette loi El Khomri qui peut peut-être apporter sur le territoire national quelques solutions, mais je dis quelques puisque elles concerneront globalement 4% des entreprises de l'Hexagone, restera même insuffisante sur le territoire national. Donc pour nous en Guyane, c'est une loi qui n'aura pas beaucoup d'impact. Pas beaucoup d'impact. Alors, je m'arrête tout de suite sur ce que vous venez de dire. Ça va concerner que 4% des entreprises nationales, dites-vous. Si c'est une réforme du Code du travail, par définition, ça concerne tout le monde. Alors, pourquoi dites-vous 4% uniquement? Parce que dans le texte, il y a énormément de points qui imposent qu'il y ait donc une discussion donc dans les entreprises avec les organisations salariales. Or, on sait aujourd'hui que sur le territoire, alors je ne connais pas les chiffres en Guyane, mais sur le territoire national, les organisations salariales ne sont présentes que de 4% des entreprises du secteur marchand. Je parle bien du secteur marchand. Sur la fonction publique, je n'ai pas les chiffres. Mais dans le secteur marchand, donc le privé, pour les auditeurs, pour être simple, il n'y a que 4% des entreprises qui ont une représentation syndicale qui met en place un dialogue. Donc ça signifie qu'il faudra qu'on s'organise pour que les syndicats soient plus présents dans les entreprises, en gros. Mais ça, ce que je veux vous dire, ça ne peut venir que des salariés eux-mêmes, ce choix, puisque s'il y a eu depuis 60 ans une diminution de cette représentation, bon, il y a des questions à se poser partout. En tout cas, moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas d'éléments de réponse, je ne suis pas penché sur la question, mais il est sûr que le dialogue social, il y a un souci au niveau du dialogue social. Alors, nous allons accueillir M. Klett. Bonjour, M. Klett. Bonjour, Villeneuve. Alors, donc on va continuer notre tour de table avec vous, Monsieur Klopp. Donc, même question. Qu'est-ce que vous retenez principalement de cette réforme annoncée? Pour l'instant, elle ouvre bien devant le micro. Pour l'instant, elle ouvre un débat qui malheureusement est dogmatique au lieu d'être pragmatique. La vraie question, c'est de lancer le débat sur la création d'emplois, sur l'ouverture de l'économie, sur la situation actuelle.
Et là, on en est peut-être un petit peu loin. On a l'impression qu'il y a un ballon qui est lancé pour essayer de mesurer un petit peu l'audience et la réception de ce projet vis-à-vis d'un public très politique de la part du gouvernement. Ceci dit, nous considérons au MEDEF que cette loi ce projet a quand même pas mal d'avantages dans la mesure où il introduit des notions de flexi-sécurité, d'agilité, de souplesse qui sont strictement nécessaires dans la situation extrêmement compliquée que nous connaissons aujourd'hui, particulièrement en Guyane. Monsieur Clette, alors même question pour vous, le représentant des salariés, notamment du privé, comme disait Madame Vanoukia. Comment vous prenez le projet de réforme tel qu'il est actuellement? Bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde. Ce projet me paraît trop précipité, puisque il a été dit par bien d'autres acteurs économiques. On n'a pas fait l'évaluation du CICE, pas le développement, alors qu'il était censé ramener du PIB, ramener de la souplesse dans les ressources financières des entreprises. Alors, à ce que je sache en Guyane, pour la Guyane, on n'a jamais autant licencié en Guyane. Alors, le deuxième coup, moi, ce serait casser le pacte républicain dans le secteur du travail. Donc, à mon sens, il est à chier. Excusez-moi de dire. Ça, c'est un mot très fort. En tout cas, on va essayer d'entrer dans le détail de la loi pour que vous puissiez les uns et les autres éclairer nos auditeurs. Alors, on l'a entendu par exemple, les syndicats semblent être contre, enfin en tout cas la CDTG est contre. Le patronat, d'après ce que j'entends de M. Klopp, est plutôt pour en disant qu'il y a peut-être moyen de faire autrement. Et puis avec cette particularité guyanaise de l'UTPE qui... vous êtes plutôt contre également, parce que vous dites qu'il n'y aura pas d'effet pour la Guyane. On n'est pas contre une loi qui peut... Enfin, nous pensons qu'aujourd'hui, la problématique, c'est pas le fait qu'il y ait une loi. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réduction de l'offre de l'État, donc les dépenses publiques, les investissements dans nos territoires a diminué drastiquement. Nous avons en face des besoins qui augmentent au niveau de nos collectivités, les mairies, la CTG, avec une population qui explose démographiquement. J'ai entendu ce matin Pietrus dire qu'à Saint-Laurent, on atteindra 3000 naissances pour cette année. Quand vous avez cet effet de ciseau, diminution drastique des investissements, explosion démographique et donc explosion des besoins en termes d'infrastructures, de construction, avec en plus donc des collectivités qui de plus en plus auront des difficultés de trésorerie. Il me semble que l'enjeu est là. On peut faire toutes les lois du monde. Si cet effet de ciseau perdure, on n'en sortira pas avec la meilleure loi du monde. On a une problématique, c'est que faisons-nous aujourd'hui dans ce contexte réel qui est cet effet de ciseau. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit l'INSEE? Moi, j'ai le communiqué de presse de l'INSEE qui a été produit en février, là, ce mois-ci, qui dit effectivement qu'il y a une chute de l'emploi salarié dans le privé, plus qu'en Martinique et plus qu'en Guadeloupe, que la situation est extrêmement grave. Ça, ce sont une réalité. L'indice de confiance des chefs d'entreprise a chuté. On a aujourd'hui, dans les 15-20 ans à venir, 150 000 jeunes qui seront sur le marché du travail. 150 Alors, quelle solution? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors qu'en face, aujourd'hui, nous n'avons 12 000 entreprises répertoriées à l'INSEE, mais on sait que les 12 000 entreprises, il y en a qui végètent, qui n'ont pas d'activité, etc. La situation est tellement grave que la loi El Khomri me paraît là, comme ça, à des milliers de kilomètres de notre réalité aujourd'hui sur le territoire. Oui, mais notre réalité, c'est aussi qu'on fait partie d'un ensemble national qui est l'ensemble français. La loi vaut pour l'ensemble national. Comment la Guyane peut s'insérer dans cette loi? Enfin, qu'est-ce qu'elle aura comme apport ou comme difficulté pour la Guyane? Moi, je pense que la Guyane ne se sortira que par une concertation des acteurs ici, parce qu'à 8000 kilomètres, ils ont déjà énormément de difficultés à trouver une solution pour relancer le développement économique. Nous sommes en Europe le seul pays où le chômage augmente. Alors on nous a annoncé vraiment, on nous prend vraiment pour des cons. On nous dit ouais, le chômage a diminué, 25 000 chômeurs en moins. On sait comment les chiffres sont truqués, transformés, etc. La réalité, c'est que le chômage augmente. On est le seul territoire en Europe où le chômage augmente. Donc, on a une vraie problématique. Justement, la réforme du Code du travail est présentée comme une nécessité justement pour cette effectuer cet ne effet peut fonctionner de que levier. s'il y a des conditions qui sont réunies, comme je vous le dis, il faut qu'il y ait de l'activité. Il faut de l'activité. Ce que les entreprises réclament avant tout, c'est qu'il y ait de l'activité. Si
notre département, comme la Martinique et la Guyane, dépend à 80% de la commande publique. Quand vous avez l'État qui se retire drastiquement avec la RGPP, la réorganisation des services, et économie à tous les niveaux, des arbitrages qui prennent du temps. On a des projets immobiliers qui sont bloqués aujourd'hui parce que les arbitrages ne se font pas, parce qu'il manque la part de l'État, la part de ceci, la défiscalisation est bloquée, etc. On a des soucis qu'il faut régler là immédiatement, qui sont ceux-là, parce qu'il faut de l'activité. C'est ce que nous disons. Et donc dans le communiqué, ce qu'on dit, c'est que nous voulons du travail. Nous voulons du travail. Il y a des conditions qui doivent être mises en place aujourd'hui pour qu'il y ait de l'activité. Alors, messieurs, je répète, il s'agit d'un débat, donc vous avez le droit de réagir aux propositions, au positionnement des uns et des autres. Alors, je continue. Qu'est-ce qui vous plaît, messieurs, ou pas dans cette réforme? Monsieur Klopp, monsieur Klett. Alors, moi, je vous dis d'abord le point négatif. Et pour la stabilité, il est hors de question d'admettre que, je prends un exemple concret, un salarié se trouve confronté à un licenciement et qu'on lui dit par la loi qui va gérer le niveau des indemnités. Avant, c'était au juge, c'était aux argumentaires partis de finir jusqu'où on pouvait aller. Aujourd'hui, la loi prévoit que c'est réglementé. Donc, demain matin, on va être sur de problématique pour l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est une des exemples pour nous que la loi, elle n'est pas bonne, il faut la jeter. Il y a plein d'autres exemples concrets où on peut dire que la loi casse les acquis sociaux des salariés. Et pour nous, on va revenir au 19e siècle, puisque tout est fait, je le dis comme je le pense. Jamais un gouvernement de gauche n'a été aussi à droite. Je ne m'y reconnais pas là-dedans, moi. Donc, à se demander, est-ce que M. Hollande n'a pas sa carte à la Ligue républicaine? Je ne sais pas, moi. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus, M. Villeneuve. Mais attention, pour la Guyane, ce que dit madame est clair. Pas de marché, l'État se désengage. De mon point de vue, c'est aux Guyanais, aux élus, de poser autre chose. Parce que ce qui est impacté par la Guyane... Mais autre chose, c'est quoi? S'il y a pas, vous dites bien qu'il n'y a pas la base. La base qui sont les moyens financiers. S'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on peut proposer? Le privé peut prendre le relais? Comment faire? Il faut ouvrir le marché, il faut ramener, je suis un peu d'avis avec madame, ramener les gens au consensus un peu de pragmatique, au lieu d'avoir des lois qui sont dictées, qui connaissent la vie sociale et économique de la Guyane. C'est un exemple concret. Oui, M. Klopp. Si vous permettez, je crois qu'il faut faire le tour de la question dans son ensemble. Le cœur du débat aujourd'hui, c'est la création d'emplois. C'est une loi qui se propose d'essayer d'améliorer la gestion des rapports de travail et à travers cela de favoriser l'emploi, de favoriser le rapport entre l'employeur et le salarié. Un employeur ne licencie jamais avec plaisir. Mais face à un certain nombre de difficultés, il faut parfois trancher et prendre des dispositions, ne serait-ce que pour sauver une part de l'emploi par ailleurs. Donc on a des décisions côté employeur qui sont parfois difficiles effectivement à prendre et il faut qu'elles puissent être rapides, souples et globalement efficaces. Maintenant, dans ce projet de loi, on s'aperçoit qu'il y a tout un panneau que je qualifierais de flexi-sécurité qui permet à la fois de protéger les droits et les intérêts des salariés et d'aider un petit peu l'entreprise à avoir envie de créer de l'emploi. Je crois que c'est ce modèle-là qu'il faut connaître et qu'il faut comprendre. Si on donne envie à l'entreprise de créer des emplois, elle ne va pas le faire par plaisir, elle va le faire parce qu'elle a un marché, elle va le faire parce qu'il y a de l'argent à gagner. Et une entreprise qui gagne de l'argent et qui est riche, en général, redistribue aussi vers ses salariés. On n'a jamais vu une entreprise opulente être coincée ou être en difficulté vis-à-vis de ses salariés. Donc c'est tout un enchaînement. Cette loi permet par ailleurs de développer le dialogue social. Sous certains points, puisqu'elle le met en base, puisqu'il faut que les employeurs puissent discuter avec leurs salariés, avec leurs syndicats, puisqu'il y a des règles d'adaptation qui on n'est plus dans des accords de branche, on est dans des accords au niveau de l'entreprise. On a des accords de branche et on a des accords d'entreprise qui sont plus importants ou qui sont plus accessibles dans tous les cas. Oui, mais ça, c'est pour 4% des entreprises. Mais c'est ce qui nous dérange quand même. Une loi est faite pour tout le monde. Donc pourquoi aujourd'hui, c'est que 4% des entreprises qui pourront... Ça, ce sont des chiffres statistiques, je pense, qui sont relevés.
relever, Non, il faut non, simplement non, tenir non, compte non. qu'une loi s'applique à l'ensemble de ses destinataires. Monsieur Qu'aujourd'hui, Klopp, vous savez très bien que la 4% France est composée majoritairement de TPE. Dans les TPE, moins de 11 salariés, vous avez quelle représentation syndicale? Ça veut dire que 90% des entreprises ne l'ont pas. On a des accords qui peuvent se faire en dire que ça va interne. s'appliquer à tout le On monde. a des projets d'accords en interne qui peuvent se faire de façon relativement intéressante. Donc on a des contacts employeurs-salariés avec des rapports. On a toujours dans une entreprise, même de moins de 10 salariés, un personnel qui est délégué du personnel, qui représente, qui participe. Oui, mais ça se fait Donc, informellement. Mais nous, ce qu'on dit, si on légalise, ça procède du dialogue social. mais et si on c'est ça qui est légalise, important. si on légalise la discussion dans l'entreprise, il faut qu'elle soit légalisée même dans la TPE. On ne peut pas faire une loi qui dit, écoutez, quand il y aura une représentation syndicale, on reconnaîtra cette discussion et on permettra que l'entreprise sorte de l'accord de branche. Puis si vous n'en avez pas, ben vous respecterez stricto consensus l'accord de branche ou les 35 heures et tout ce qui pourra être fait demain entre vous et les salariés pourra être cassé. Parce que la direction du travail pourra dire, écoutez, nous on considère que ce que vous avez décidé avec vos salariés, c'est pas valable. Madame Hanouka, on vous entend, mais est-ce que ce n'est pas à l'entreprise également, j'ai presque dire, je vois déjà votre réponse, malgré tout je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas à l'entreprise dans ce cas-là, quand il n'y a pas de représentation syndicale imposée, entre guillemets, de s'organiser avec son personnel pour qu'il y ait une représentative, pour qu'il y ait des interlocuteurs, mais de manière formelle. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous, dans la TPE, nous sommes en permanence en discussion avec nos salariés. On n'a pas de souci. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'à cause de cette loi demain, on ne reconnaisse que la discussion qui sera faite avec les organisations syndicales dans 4% des entreprises et que dans les autres, à n'importe quel moment, lors de contrôle, on puisse remettre en cause une négociation qui aurait été voulue entre les chefs d'entreprise et des salariés, qui voudrait dire, nous aussi, on a une commande extrêmement importante, on est prêt à faire 46 heures pour pouvoir honorer cette commande et la livrer dans les délais. Ce qu'on dit, c'est que demain, on peut nous reprocher d'avoir mis cet accord dans notre entreprise au motif que nous n'aurions pas la légitimité de faire une négociation à l'intérieur de l'entreprise. On dit non, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on dit. Voilà. Monsieur Clet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les deux argumentaires qui ont été cités. Je reviens sur un point, on l'a peut-être oublié. Il y a une discussion, une négociation sur l'entreprise Smart. Et la loi découle de ça, de mon point de vue. Où les syndicats ont dit non, malgré un référendum de droit. Et aujourd'hui, ce que je constate, moi, a posteriori, c'est que la loi est faite pour casser justement la représentation syndicale. Si du matin, on oppose les syndicats aux ouvriers, on laisse la brèche ouverte, je dis bien, pèse mes mots, à ce que les acquis sociaux qui ont été durement acquis n'existent plus. Alors, on peut vous rétorquer, monsieur Clet, Daniel Clet, qu'il s'agit d'une lecture, parce qu'on peut vous dire aussi que, pour ce que j'ai lu de ce projet de réforme, que de fait, ça pousse les salariés à se syndicaliser plus fortement, ce qui est pas le cas depuis quelques années. On constate une baisse du taux de syndicalisation. Est-ce que du fait qu'il faille toujours discuter avec les syndicats pour les accords d'entreprise, par exemple, ça ne nécessite pas qu'il y ait une plus forte présence syndicale dans l'entreprise? J'entends ce que vous dites, mais je reste dans les faits. 90% des salariés qui sont licenciés, ce sont le DPE. 90% des dossiers pour autonomes, ce sont le DPE. Et l'objet principal, c'est la méconnaissance par l'employeur, par salarié de ses droits. Je suis assez d'accord sur l'analyse politique. Il faut que le TPE puisse s'organiser. Mais il faut qu'il en passe des gens qui comprennent ce que ça veut dire une négociation, comprennent les modalités. Et un employeur, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir vitement bien fait une notation. Sauf que si elle est mal pesée, s'il n'y a pas derrière un bagage technique, parce que maintenant, le droit, il faut être technique. Le salarié, en méconnaissance, peut signer des choses qui sera défavorables pour ses camarades et pour lui. Donc, nous, ce que disons, on peut aller, là, je reviens à ce que vous dites, à une discussion, une conversation globale pour la Guyane, j'entends, qui puisse amener quelque chose de cohérent pour la Guyane. Mais le test tel qu'il est engagé, elle sera imposée. Parce que le scrutin économique de la Guyane n'est pas celui du centre, de l'île de Centre ou de Bretagne. Je veux dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre le doigt sur la faiblesse syndicale en Guyane comme en France? Les syndicats sont peut-être trop faibles? C'est une réalité.
Mais tout a été fait pour. C'est un peu facile. Non, c'est une réalité, ce sont des faits. Après, il y a Est-ce que quelqu'un pousse le salarié à ne pas se syndiquer ? Ne sont-ce pas les syndicats eux-mêmes qui, par leur action, leur manière de faire, j'allais dire dégoûtent, non, pas dégoûtent, mais repoussent quelque peu les salariés ? Quand vous entendez le Premier ministre dire des choses pas gentilles contre les syndicats, il y a tout un système de communication qui laisse entendre que les syndicats sont des fouteurs de merde. N'allez pas vous syndiquer. Le premier rang par de salariés, c'est le syndicat. Mhm. Dès lors qu'il comprend la mesure économique, parce qu'ils ne sont pas là pour tuer l'entreprise. Hein. Enfin, pour la stabilité, c'est l'accord compromis gagnant-gagnant. Mm. Dès lors que c'est comme ça, on a tout intérêt à s'engager sur une discussion qui a amené des réponses, mais pas à être imposée. Mais j'ai le sentiment, effectivement, contrairement à Patrick Clop. J'ai le sentiment que cette loi El Khomri permet justement d'ouvrir, d'élargir la possibilité du dialogue social. La discussion, jusqu'à présent, on se cache certainement derrière des lois qui sont ce qu'elles sont, qui sont fermes, qui bloquent l'employeur dans son souhait. Quand on est devant des problèmes de licenciement, quand on est dans des problèmes d'organisation d'horaires de travail, quand on est, etc., on a des contraintes qui sont fortes. Aujourd'hui, tous les employeurs, et je pense, et en Guyane comme partout ailleurs, et en Guyane, on est particulièrement en taille concernée, puisqu'on n'est que des petites entreprises, majoritairement on est très petites entreprises, on est contraint. Aujourd'hui, avec cette évolution, avec cette proposition, qui a fort peu de chances, à mon sens, malgré tout, d'aboutir, mais avec cette proposition-là, on a un dialogue social qui semble vouloir se mettre en place, une implication de l'employeur, et je pense que ça concerne vraiment les petites entreprises aussi, de l'employeur vers ses salariés, puisqu'on peut faire des référendums en entreprise sur lesquels les syndicats majoritaires ne pourront pas faire jouer un droit d'opposition dès lors que les salariés auront proposé quelque chose. C'est pas forcément contraire aux syndicats, mais ça permet aux syndicats de salariés d'entendre aussi la voix de certains salariés qui ont quelque chose à émettre dans l'entreprise. Monsieur Clop, est-ce que, à travers ce que vous venez de dire, moi j'entends aussi, ça libéralise les choses, donc ça donne plus de pouvoir au patron, par exemple, plus de facilité dans le licenciement. La redéfinition même du licenciement, de la notion de licenciement économique est en refaite, j'allais presque dire, pas édulcoré seulement, mais on a revu, retravaillé, refondé les choses. Est-ce que ça ne signifie pas que le patron a désormais, enfin aura, si la loi la réforme passe en l'état, aura plus de pouvoir, une espèce de droit sur les salariés, donc du fait tenir le salarié sous sa coupe et l'emmener là où il veut. Je ne pense pas qu'on soit dans une libéralisation à outrance. C'est quand même une proposition qui vient d'un gouvernement qui est plutôt socialiste. On est dans une loi, dans un encadrement, et on est dans des propositions. On n'est pas dans une libéralisation capitaliste à tout craindre dans ce cadre-là, puisqu'on veut absolument... Le but, c'est quoi ? C'est d'ouvrir la création d'emplois. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas envie de créer des emplois. Beaucoup d'entreprises, quand on parle avec des chefs d'entreprise qui n'ont pas d'employés, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas parce que c'est trop compliqué. C'est pas parce qu'ils en ont pas besoin, mais parce que c'est trop compliqué. Quand ils en ont quelques-uns, on est dans un monde de peur. De double peur. Le salarié a autant peur du licenciement, de la perte de son emploi, que l'employeur de licencier. C'est une double peine pour tout le monde. Donc on est aujourd'hui dans un monde où il faut assainir, il faut simplifier ces règles-là. L'entreprise aura un petit peu plus de souplesse. Si elle a un petit peu plus de souplesse, si elle est plus en confiance dans la gestion de son emploi, à mon avis, elle pourra en créer plus facilement. Alors, sur le licenciement quand même. 2 secondes là-dessus. Je reste sur le licenciement parce que je dis qu'en cas de licenciement abusif, jusque-là, on va devant les prud'hommes et l'employeur peut être condamné à verser des sommes importantes. Là, du fait que les sommes à verser sont plafonnées, est-ce que ça ne veut pas dire que, bon, allez, je prends le risque, par exemple, 3 mois de salaire pour un salarié avec une ancienneté inférieure à 2 ans. Il n'a pas 2 ans, donc j'y vais. Bon, je paye 3 mois de salaire, alors qu'avant, enfin aujourd'hui, on
on peut payer beaucoup plus. Je crois pas. Je crois qu'il faut distinguer non. l'indemnité de licenciement du dommage l'acte et licencié, intérêt oui. à la sortie du licenciement. Aujourd'hui, une indemnité de licenciement, c'est 1/5 de salaire par année de présence. Ça, c'est l'indemnité du licenciement. J'ai pas entendu dire qu'on y touchait. Par contre, l'indemnité de tout ce qui va toucher au conflit qui va résulter du licenciement et de la difficulté de sa mise en place, effectivement, sera assoupli. Et on a vu en Guyane des salariés qui percevaient des 300, 400, 500 000 euros à la sortie d'un licenciement. On aura moins ce couperet, on aura moins cette peur-là. Allez-y, Madame Anouka, attendez, on vient à vous, Oui, Monsieur moi, Daniel. ce que je voulais dire, premièrement, c'est que la population active qui a la chance d'avoir aujourd'hui un emploi se restreint en peau de chagrin. On va se retrouver avec un petit no man's land là, de gens qui auront un travail, et puis tout autour, des chômeurs, des gens qui sont bénéficiaires du RSA, d'allocations, etc., qui seront comme des gens assoiffés et qui vont à un moment faire monter cette tension sociale qu'on sent déjà là, qui est en train de bouillonner. Si les salariés veulent rester sur des positions en disant nous, en cas de licenciement, c'est pas normal, etc., etc. Mais ce qui va se passer, c'est que nous allons tous payer les pots cassés de cette situation, parce que la violence, elle sera pas que pour les autres, elle sera pour tout le monde. Et donc les salariés qui n'accepteront pas d'évoluer vers une concertation, pour une souplesse, pour que l'on permette qu'on maintienne les emplois mais qu'on en crée d'autres, vont se retrouver à vivre sur un territoire qui sera invivable par la violence que nous subirons de tous ceux qui n'auront pas de travail. Parce que dans 15-20 ans, il y aura 150 000 jeunes sur le marché du travail. Est-ce que vous pensez qu'à face à ces 150 000 jeunes, des salariés qui ont un emploi pourront dire « Ah non, moi, pas question qu'on me donne pas 15 mois de salaire parce que sinon, je serai spolié ». Mais tous les autres, là, qui n'ont pas de boulot. Oui, mais on sait aussi, Madame Banukia, que 60% des métiers qui seront valorisés dans 15-20 ans n'existent pas encore. Donc on peut penser, si on est optimiste, on peut penser que les choses peuvent évoluer dans non, mais nous, un vous sens savez quoi, on ne pense de pas là. création d'emplois. On est dans une réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour demain? Et aujourd'hui pour demain, c'est qu'il y ait une vraie stratégie concertée de tous les acteurs, l'État, la CTG qui est devenue une puissance publique, les syndicats de salariés et les syndicats de patrons. Mais c'est bien ce que propose la réforme. Non, mais ici, pour le territoire, il faut une vraie stratégie politique et de développement économique. Aujourd'hui, nous, ce que nous regrettons en tant qu'employeurs, c'est qu'on nous prenne des lois. Certes, on n'a pas aujourd'hui une vraie stratégie de développement économique de la Guyane dans les 15-20 ans. Et face à, je vous dis, à ces 150 000 jeunes qui vont arriver... Qui doit faire ça? C'est le gouvernement aussi qui doit... Non, ah bon. non, mais je crois que M. Clette l'a dit aussi, il faut qu'en local, il y ait une concertation et qu'on s'implique plus pour un vrai développement économique de ce territoire. Mais ça suppose que chacun fasse un pas et que aussi des syndicats de salariés lâchent des choses, parce qu'on ne trouvera pas de solution si tout le monde veut garder ce qu'il a. Ça suppose que tout le monde fasse un pas l'un envers l'autre. Alors, c'est compliqué ce discours-là. Mais c'est compliqué. Mais ce qu'il faut que les syndicats de salariés disent aux salariés, c'est que vous n'êtes pas dans un no man's land. Vous ne serez pas protégés si on vous maintient vos acquis. La violence gronde, elle est là. Il y a des gens qui seront de plus en plus affamés, assoiffés, qui vont regarder ceux qui ont un travail, une maison, une villa, etc., comme des proies. Donc, il faut qu'on ait de l'emploi pour tout le monde. En tout cas, pour un maximum de personnes. Et on ne peut pas dire, on a eu des acquis, on veut maintenir nos acquis, les autres, on ne peut pas, on vit sur le territoire. Aujourd'hui, on est à un stop, on se fait casser la vitre, on se fait agresser. Sur ce territoire, s'il n'y a pas les conditions, qu'on ait un travail avec des acquis, des avantages qui seront maintenus, le problème, c'est qu'on ne sera pas en sécurité sur ce territoire. Monsieur Clette. Oui. Moi, je voudrais revenir sur 2 points fondamentaux. L'accent de l'héritage. L'accent de la fracture sociale. Si vous et moi, nous avons ce que nous avons, c'est parce que d'autres ont travaillé pour l'avenir. Et à mon point de vue, pour la stabilité, il est hors de question de donner un quitus à une loi qui va faire qu'il y a une fracture encore plus globale là-dessus. Pourquoi je dis cela? Lorsque les 50 000 jeunes dont vous parlez, Mme Vanukian, regarde l'actualité, sont conscients de l'actualité, il voit aussi que mon père avait peut-être les 40%, ma mère
à tel parti. Et moi qui travaille pour avoir autant que mes parents, j'en aurais moins. Mais ce sera la réalité. Hein. Ça Malheureusement, sera la réalité. Si vous le dites pas aux salariés, cette vérité-là, dans 15-20 ans... Je ne vous ai pas interrompu. Moi, ce que je dis, faisons attention à ce qu'on laisse comme héritage. Parce que ces 150 000 jeunes-là, s'ils ne sont pas conscientisés sur l'économie, sur les valeurs qu'on partage communément, mais ils seront dans la rue, effectivement. Et c'est pas en mettant une loi comme ça, en méconnaissance de nos environnements, de nos traditions, il faudra que ça arrange les choses. Hein. Parce que nos jeunes-là, ils sont éclairés. Et ils ont faim, comme vous avez dit. Mais oui. Et ils veulent du travail, surtout. Donc moi, je dis, parce qu'il n'y a pas besoin d'une loi pour négocier un accord. Hein. Nous, on le fait tous les jours, monsieur Villeneuve. Il y a des entreprises en Guyane où on travaille, on discute avec un employeur, on arrive à un consensus. Moi, je dis en Guyane, je n'ai pas besoin d'avoir une loi pour savoir comment discuter et gérer avec un employeur. Mais c'est pas grave, puisque la loi formalise ce que vous faites déjà. Non, donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. Dès lors que la loi est une imposition, elle s'impose. Non, une loi n'impose rien. Une loi, elle pose un cadre, en tout cas. Elle pose un cadre, mais elle est l'émanation de nous. Elle est l'émanation de ce que nous avons mis au pouvoir, des gens que nous avons mis au pouvoir. Non, elle n'est pas l'émanation de nous tous, parce qu'aujourd'hui, c'est le MEDEF et la CGPME qui discutent avec le gouvernement. Elle n'est pas l'émanation de tous. Je refuse que l'on dise encore aujourd'hui, en 2016, que les lois qui sont aujourd'hui proposées par le gouvernement, quand ça concerne les entreprises, c'est une émanation de tous. 90% des entreprises qui sont des TPE n'ont aucune représentation dans la discussion avec le gouvernement. La discussion, elle est fermée. Je crois qu'il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer dans les conversations, dans les discussions, le dialogue social existe. Même si on veut s'impliquer, on n'est pas reconnu comme d'utilité publique. On ne participe pas aux discussions et on le sait qu'au plus haut niveau, c'est qui fait le travail de lobbying pour que les lois penchent en sa faveur? C'est le MEDEF national. Alors le MEDEF Guyane hérite des décisions du MEDEF national, même si des fois ils se disent que ce n'est pas adapté au territoire de la Guyane. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, n'étant pas reconnus, malgré le fait que nous pesions 90% des entreprises, n'étant pas reconnus comme d'utilité publique, parce qu'on n'existe pas depuis l'après-guerre 45, on n'a pas été, etc., etc. On n'est pas reconnus. On ne nous demande pas notre avis. Vous pouvez donner quand même alors. Je le donne, c'est ce que je fais. Au début, vous voyez, j'ai ouvert mon propos en parlant de dogmatisme et de pragmatisme. On est dans un monde où on se veut dogmatique et on ne se veut pas pragmatique. Le dogme, c'est de se tenir à des règles de pensée, à des façons de penser qui bloquent tout le système. Je crois que le MEDEF s'est impliqué depuis 9 mois dans des débats, dans des rencontres avec les administrations, avec les régions, avec tous les organismes. Je parle en Guyane. On a signé un certain nombre de protocoles, un certain nombre d'accords pour essayer de défendre l'entreprise, pour essayer de défendre le dialogue social, pour essayer de défendre la formation continue, pour essayer d'avancer, pour faire évoluer. Aujourd'hui, on a dérivé un petit peu dans notre débat. On parlait de la loi El Khomri, mais on a parlé aussi de la situation de la Guyane, de la situation dramatique dans laquelle on est aujourd'hui. La nouvelle institution est au point mort parce qu'elle se met en place, parce qu'elle démarre. Il n'y a plus d'oxygène. L'oxygène, c'est un petit peu l'argent qui dans l'économie, c'est l'argent qui ne circule pas aujourd'hui et qui fait que toutes les entreprises sont au point mort. Beaucoup d'entreprises sont au point mort. On est en berne aujourd'hui en Guyane. Pour sortir de cette difficulté, il faut qu'on fasse une union de masse, une union globale. C'est-à-dire qu'on sorte du dogmatisme et on entre dans le pragmatisme, qu'on se mette tous autour de la table et qu'on essaie de penser, de réfléchir et de proposer un véritable projet de société pour cette Guyane. Alors, sauf que tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Alors, en tout cas, pour revenir au débat qui nous intéresse aujourd'hui, au débat de fond sur la question de la réforme de ce code du travail, Madame Vanoukia disait il y a un instant que le chômage est le seul pays en Europe où la France, est le seul pays en Europe où le chômage est en augmentation, mais on sait pourquoi. Parce qu'il y a un certain nombre de pesanteurs, d'où ce fameux modèle social français qui est un petit peu symbolisé par le code du travail, qui limite très 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 largement un certain nombre d'actions pour les entreprises. On en parlait il y a quelques instants, la façon de licencier, alors qu'en Allemagne, par exemple, on sait que alors sur le licenciement, je voulais dire quelque chose. Le SMIC est beaucoup plus bas, que le licenciement est beaucoup plus facile et que ça fonctionne. Et que les syndicats sont beaucoup plus puissants. Les syndicats sont beaucoup plus puissants. Alors comment faire pour arriver à une vraie solution, monsieur Clerc? On a un peu la question. Depuis
4 ans, même 8 ans, on est en train de casser le dos sur le syndicat. Je parle du gouvernement. Ça de droite ou de gauche. Et je maintiens ce que je dis. On laisse entendre qu'en Allemagne, il y a une bonne coordination de travail entre les employeurs et les syndicats qui sont puissants, certes, mais ce choix-là, on l'a voulu. Avec des conséquences qu'on sait. C'est un petit peu facile de rejeter la responsabilité sur l'autre. Qu'est-ce que les syndicats font aujourd'hui en France pour être très forts, pour être puissants à l'image de ce qui se fait en Allemagne? On sait bien que quand le syndicat allemand dit on va faire une grève, tout le monde a peur et ça règle le problème. Oui, mais de cela, l'État n'en veut pas, M. Villeneuve. C'est ce qu'on appelle la condition. Parce que avoir des partenaires sociaux qui prennent le pas sur 300 ans d'histoire, État, partie prenante de l'histoire de la France, c'est pas un vain mot, ça. Qu'on donne le choix aux syndicats, aux employeurs, sur un pan de la présence de l'État français dans le cadre social. C'est ça qui est en jeu, M. Villeneuve. Et dès lors que la question n'est pas posée sur la table, on aura tous les 4 ans, on va prendre une loi sur le code du travail, mais le cadre est là, rentre dans les fondamentaux. Comment faire pour sortir de là? Là, je suis partant pour en discuter. Mais après, on arrête les dogmatismes. Mais l'État en premier, monsieur. Tout à fait, tout le monde. Parce que là, on nous prend des choses, c'est pour nous, c'est la fumée, rien de concret. Moi, c'est celui qui pense, qui dit, si on change de cap, d'horizon, référendum, vous verrez ce que pensent les Français sur le code du travail, réellement. Quand on va dire, vous avez un choix à faire, sur la retraite, sur les pensions, sur la vie au travail, avec les souffrances qu'on connaît, M. Villeneuve, parce qu'il y a une partie dans la loi qu'on n'en parle pas, la pénibilité. Vous verrez ce qu'ils penseront les Français s'il y a un référendum là-dessus. Là, on change de cap et d'horizon. Moi, j'aimerais bien ce référendum-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils veulent du travail. Et puis, ils veulent qu'on n'ait pas une quantité de jeunes qui continuent à aller au djihad. Ils veulent qu'il y ait effectivement qu'on trouve une solution sur le territoire. Oui, mais du travail dans quelles conditions? Parce qu'en fait, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on veut du travail dans l'absolu et prêt à rogner sur un certain nombre d'avantages, ou est-ce qu'on veut du travail, mais au plus haut niveau, enfin, en touchant le maximum d'argent possible? Non, ce que nous, chefs d'entreprise, voulons, c'est premièrement avoir de l'activité. Quand on a de l'activité, on embauche, on paye nos salariés, on leur donne ce dont ils ont droit. Donc, les chefs d'entreprise ne sont pas dans une dynamique, premièrement, de dire, tiens, j'embauche, mais comment je pourrais le licencier? Parce que dans la TPE, quand vous embauchez quelqu'un, que vous passez du temps à le former, je peux vous dire, vous n'avez vraiment pas envie de le licencier. Parce qu'en Guyane, plus qu'ailleurs, quand vous formez quelqu'un, cette plus-value que vous apportez, vous ne voulez pas la perdre parce que la qualification est déjà à un niveau tellement faible que quand vous prenez le temps de former, vous n'envisagez pas de licencier un salarié. Si vous licenciez un salarié, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Et pour vous dire, on a, nous, des chefs d'entreprise qui aujourd'hui n'ont pas d'activité, qui ne veulent pas licencier pour autant leurs salariés parce qu'ils me disent, mais Valérie, si je licencie les 3 gars là que j'ai formés depuis 3-4 ans, quand l'activité va repartir, mon cas fait comment? Non, mais le problème, c'est ça. C'est comment on fait pour être prêt quand ça va repartir. Donc, on ne licencie pas comme ça. Il ne faut pas faire croire que le chef d'entreprise licencie, que son objectif c'est de licencier à tout va, etc. En Guyane, quand on forme, on ne veut pas laisser partir un salarié qui est enfin qualifié. On fait tout pour le garder et on le garde même quand l'activité est en berne. Alors, la problématique, c'est que nous avons des entreprises dont les charges sociales augmentent aujourd'hui avec cette stratégie-là. Donc, il faut que ça s'arrête. Parce que, en ayant pris ce choix de garder les salariés sur lesquels ils ont misé pendant un certain temps, ils risquent d'arriver à la liquidation. Donc, ils auront essayé, ils auront tout fait pour maintenir l'emploi dans leur entreprise, en espérant que ça démarre en janvier, non, en février, non, en mars, peut-être, etc. Et finalement, il risque d'y avoir une série de liquidations qui sera prononcée dans les mois à venir. C'est ça le risque. Il faut arrêter de faire croire que les chefs d'entreprise licencient
comme ça, à tout va, etc. Alors, on a bien compris votre pensée. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu, on a beaucoup parlé de licenciement, mais de la durée du travail. Donc, d'après ce que j'ai lu, ça demeure 35 heures, mais finalement, on peut travailler jusqu'à 60 heures par semaine, 12 heures par jour, etc., etc. Alors, est-ce que les 35 heures, on va d'abord s'adresser aux syndicalistes, est-ce qu'avec cette loi, c'est la mort des 35 heures ou au contraire, cette loi apporte cette flexibilité nécessaire pour permettre à l'entreprise de se retourner, de faire des choses, notamment grâce au forfait jour qui considère le temps de travail sur une année? Bien sûr, vous connaissez ma réponse, monsieur Vénère. Non. Vous allez nous la donner, votre réponse. Vous me connaissez bien mal alors. Ça n'engendre rien. Je le dis précédemment que si les partenaires s'accordent, il y a matière à trouver des solutions, si une pratique, temps de travail, instrumentaire et autres. Ce n'est pas une loi qui va faire qu'il y a une compréhension mutuelle sur comment optimiser, comment rendre plus performant l'entreprise. Ce sont les partenaires sociaux qui peuvent le faire, pas la loi. Et revenir à ça, c'est dire, on a pris un dogme qu'on va saccager, qu'on met de côté. C'est la fin de 35 heures, évidemment, tout le monde le sait. Et alors, on reste un champ ouvert à l'employeur. Parce que là, je ne suis pas d'accord avec Mme Van. Moi, j'ai des stats. Juste conseil de salariés. C'est-à-dire que quand une TPE licencie, on a 25 salariés, conseils salariés en Guyane. Je reçois 100 convocations pour accompagner un salarié par mois. Avant, on était à 50. Donc, on va bien qu'il y ait une tendance à liquider du monde. Mais s'il n'y a pas de travail, Il n'y a pas il n'y a d'emploi. pas de travail. Madame Van Nukian, j'entends, mais il faut dire la réalité. Mais la réalité, c'est pas de travail. Bon, mais... Nous sommes d'accord sur le constat. Eh mais ben, le problème, c'est pas le dire- licenciement. Le problème, c'est pas le licenciement. Le problème, c'est pas de travail. Non, mais derrière ça, il y a aussi une partie du licenciement qui sont déguisés. Mais s'il n'y a pas de travail, c'est déguisé quoi? Non, mais dites-moi. Alors, donnez-moi des Non, mais exemples. là, on est sur un- Donnez-moi des exemples. Parce que moi, j'ai des amis qui sont salariés. Alors, comme ce sont des amis, on discute franchement, même si on n'est pas d'accord. Il y en a qui me disent, Valérie, moi, si mon patron me licencie, mon cas pété yochou. Dans un contexte comme ça, où il n'y a pas de travail, où il y a une tension importante, je leur dis, non, mais on ne peut pas blaguer sur ce genre de Je ne choses-là. pas, Madame Van On ne peut Nukian. pas blaguer Je sur ce parle genre de de fait. choses. Dire, moi, si mon patron me licencie, je vais lui demander automatiquement 200 000 euros. Je leur dis C'est pas non, le mais contexte, ça, c'est pas d'accord. on peut Le pas, salarié, on c'est peut un pas humain. fonctionner comme C'est ça. un humain. Parce que bien souvent, dans les entreprises, je ne parle pas pour la vôtre, parce qu'il semblerait que vous avez une bonne conscience de l'être humain. Un humain qui travaille, qui s'investit, lorsqu'il perd son boulot, c'est tout son monde qui s'évapore. Ah, je suis d'accord avec vous. Moi, C'est je- comme je pour le voudrais- chef d'entreprise. permettez-moi. Je suis Laisse-moi d'accord. finir, laisse-moi Je suis finir. d'accord. Donc, quand je dis qu'il y a une destruction sociale en Guyane, ce n'est pas des 20 mots. Je suis salarié, je suis licencié, ma famille est impactée. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Et si Oui, ma famille est je suis d'accord. impactée, l'ensemble C'est pour ça qu'on des essaie de choses, garder des nos choses qui sont salariés. en annexe, C'est pour C'est ça qu'on impacté. essaie de les garder. On essaie de les garder, je vous dis. Guyane, il est impératif que tout le monde se soude, se serre la main pour faire gagner ce projet-là. On parle de durée du temps de travail. Moi, il y a un secteur qui est porteur en Guyane, un secteur qui est une grande partie de notre richesse en Guyane, le bois, la forêt. Aujourd'hui, dans le cadre des 35 heures, quand on va chercher du bois en forêt, quand on va extraire, quand une société qui va extraire le bois de la forêt veut travailler, on a nos conditions climatiques qui sont ce qu'elles sont. De janvier à juin, juillet, essayer de sortir correctement du bois de la forêt, d'aller le scier, d'aller le travailler. Par contre, du mois de juillet au mois d'octobre, novembre, vous avez ces entreprises-là vont produire beaucoup de bois, vont pouvoir... Alors, on a aujourd'hui des entreprises qui vont avoir recours à des CDD massifs pendant les périodes sèches, avec un coût, avec ce que ça représente, et des salariés permanents qui vont se retrouver en chômage technique, en repos forcé, etc. Si on arrive à annualiser un temps de travail, si on arrive à proposer quelque chose qui fasse que pendant 6 mois, on travaille un petit peu plus dur et pendant 6 mois, on a un petit peu plus de repos, qui serait gagnant? Est-ce que tout le monde ne serait pas gagnant, par exemple, si on arrive à assouplir les conditions de travail?
Oui, mais dans cette affaire-là, est-ce que ce n'est pas juste une question de confiance entre les partenaires sociaux? Parce Tout à fait. en fait, on a le sentiment que dans la relation partenariale entre le syndicat, l'entreprise, les salariés, etc., il y a jamais de confiance, il y a toujours de la suspicion. Donc, sur la question de l'annualisation, on va suspecter le patron de vouloir tirer profit de cette affaire-là, donc de ne pas être juste dans son fonctionnement. L'intérêt d'une loi El Khomri comme ça, qui va pouvoir poser des règles de base avec des possibilités de négociation jusqu'au plus bas. On a un encadrement général qui va offrir des possibles et on va pouvoir, au niveau local, au niveau de l'entreprise, au niveau des rapports avec les partenaires sociaux localement, on va pouvoir débattre de ce que l'on peut mettre en place, ce qui va permettre de faire fonctionner avec un peu d'agilité l'entreprise correctement. Oui, mais la loi El Khomri, en l'état, exclut 90% des entreprises. Je me tiens. Il ne faut pas nous dire... Mais il faut des cadres quand même. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, un cadre pour 10% d'entreprises. Non, mais attendez, M. Villeneuve, je ne peux pas vous laisser dire ça. Attendez, une fois que vous avez... Madame Vanuka, serait sur 10% d'entreprises. Donnez-moi 2 secondes. Une fois que vous avez dit, la loi ne concerne que 4% des entreprises. Je demande qu'on fasse des amendements. Attendez, je l'entends. On fait quoi? Quel amendement? Aujourd'hui, la loi n'est pas encore votée. Je dis, nous posons des signaux d'alerte. Nous disons, attention, si la loi est votée en l'état, il y a une distorsion économique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une distorsion économique qui se met en place parce que sur un même territoire, on a compris, vous aurez des entreprises qui pourront négocier pour travailler 46 heures et puis d'autres pas. On ne peut pas avoir une distorsion économique sur un territoire. Aujourd'hui, on dit qu'il faut apporter des amendements pour que et les syndicats de salariés et les petites entreprises se reconnaissent dans cette loi. Ce n'est pas le cas. Donc nous avons. Non mais quoi comme amendement? Vous dites un amendement, c'est vaste. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? L'amendement, c'est qu'on permette que des accords d'entreprise soient faits dans les TPE, même si devant le micro. Même si nous n'avons pas une représentation syndicale. Parce que nous avons déjà l'habitude de travailler avec... Alors, il faut poser un cadre en disant, voilà, dans les entreprises de moins de tant de salariés où il n'y a pas de représentation syndicale, on reconnaît un accord d'entreprise selon telle règle. Et nous, il n'y a pas de souci, on va respecter le cadre, mais il y aura un cadre pour nous. Il n'y en a pas. Non, il y a un cadre, l'assouplissement du temps de travail dans les TPE, PME, tout ce qui concerne les moins de 50 salariés est quand même largement abordé. On modulait le temps de travail sur 4 mois. Bien devant le micro, de mettre en place par décision unilatérale de l'employeur le forfait jour. Pour toutes les entreprises, possibilité par accord de triannualiser le temps de travail. Non, je ne pense pas que nos PME et nos TPE soient oubliés. En tout cas, l'UPA n'a pas le même avis que vous. L'UPA n'a pas le même avis que vous. Ils se sont retirés des discussions justement en disant dans ce texte les petits ne sont pas reconnus. Alors c'est bizarre. Moi j'ai pas cette possibilité de m'exprimer au plus haut niveau, mais l'UPA l'a dit. Alors moi je sais pas. Allez-y monsieur Clette. Oui. Alors s'il est fondé que 90% des entreprises sont TPE, Madame Vanuka pose la question de la représentativité. Le matin, j'entends ce qu'elle me dit, je dis, Madame Vanuka, ceux qui sont avec vous, qui sont porteurs de 14% de TPE, on s'assied sur une table et on négocie. De par la loi, s'il y a un accord, gagnant-gagnant, elle ne pourra pas le signer. Parce qu'elle n'est pas représentative. Alors, je sais que, moi, étant d'une perche, je l'apprends, normalement, et en fin d'année, en 2016, il doit y avoir des élections TPE. Est-ce que le cadre n'est pas fixé? Et troisième question que je vous pose à vous, Madame Vanuka, quelle est-il des relations avec l'UPA? Parce que avec l'UPA, parce que quand je vais au national, l'UPA, l'Union des petites entreprises, qui concerne les artisans. Les artisans. Comment se fait-il qu'on n'ait pas quelque chose d'affiché en Guyane, je vous dirais. pour toutes? Parce que ça m'intéresse d'avoir m'adresser à celui ou celle qui représente les artisans en Guyane et d'avoir, il y a un biais qu'on a aujourd'hui qu'on oublie, les conventions mises paritaires, où on peut embrasser un secteur, des discussions au sens large du terme. Quid de ça? Alors, moi, j'ai vu des ébauches de lancement de l'UPA. Bon, pour des questions d'égo et de personnes, ça ne s'est pas mis en place. Ça, c'est pas de mon fait. Malheureusement. Il n'a pas dit ça? Non, mais je vous dis qu'il y a eu des tentatives. Moi, j'ai été témoin. Donc, vous me posez une question, je vous réponds. Je suis élu de la Chambre des métiers. Donc, je peux vous dire qu'il y a eu des tentatives de mise en place de l'UPA. Et pour des questions d'égo, les gens commencent à se réunir, ne se sont pas entendus et ça ne s'est pas mis en place. Bon, l'Union des petites entreprises de Guyane ne réunit pas que les artisans, elle réunit toutes les petites entreprises. Nous pensons que sur un territoire comme la Guyane,
se restreindre qu'aux artisans, ce serait dommage pour l'ensemble des petites entreprises. Donc, nous maintenons un intérêt à ce que l'Union des petites entreprises de Guyane existe. Et ce que nous disons, comme la préfecture a su nous reconnaître dans certaines discussions pour nous demander notre avis, nous disons que sur un territoire comme la Guyane, si l'UPA n'existe pas, nous pouvons donner un avis sur les petites entreprises. C'est ce que nous faisons chaque fois qu'on nous le demande. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission ce matin. J'espère, madame, monsieur, que vous avez mieux compris la loi et en tout cas les enjeux posés par la réforme, je répète, la réforme El Khomri, projet de réforme qui sera présenté le 9 mars au Conseil des ministres. Donc, rien n'est fait pour l'instant. Les choses peuvent évoluer de manière draconienne. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à William Dorsey pour la mise en onde. Place Publique revient la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne journée et bien sûr un excellent week-end.